Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à mon webinaire intitulé 10 choses importantes à savoir au sujet de ce qu'est vivre avec un TSA. Alors, je me nomme Anne-Danielle Gingras et avant de débuter ma présentation, je crois que je vais me présenter un peu parce que vous êtes sans doute en train de vous poser la question, c'est qui cette dame-là? Alors, je suis tout d'abord une personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Je suis aussi maman d'un fils âgé de 28 ans, il s'appelle Alex, qui lui aussi est autiste. Et puis, je suis une enseignante depuis 28 ans au Conseil scolaire catholique Franco-Nord de North Bay. J'ai pensé partager avec vous mes expériences de ce qu'est vivre avec un TSA parce que je crois qu'au cours des années, j'ai quand même pris plusieurs connaissances et j'ai appris toutes sortes de choses intéressantes par rapport à ce que c'est vivre justement avec un TSA. Alors, c'est ce que je vais vous partager ce matin ou quand vous allez écouter mon webinaire, ce sera peut-être en après-midi ou en soirée, peu importe. Je vous présente ce que j'ai à dire et ensuite, il y aura une période de questions à la fin. Alors, si vous avez des choses qui vous chicotent un peu ou auxquelles vous aimeriez revenir tantôt, laissez-moi savoir et vous pourrez poser des questions. Alors, voici. Alors, la première chose que j'aimerais discuter avec vous avant de débuter comme telle, c'est que l'information que je vous apporte ce matin est puisée de connaissances personnelles. Alors, comme je vous ai dit, ça fait 28 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement et j'ai eu l'occasion d'accompagner plusieurs personnes qui sont sur le spectre de l'autisme. Aussi, j'ai fait plusieurs lectures, je me suis renseignée et puis comme personne, comme maman et puis comme individu qui vit avec le spectre, j'ai quand même d'expérience que je peux partager avec vous, mais entendons-nous bien que lorsque l'on parle de l'autisme, qu'on le parle de n'importe qui, quand on connaît une personne avec un TSA, on connaît 7 personnes. Alors, ce que je vous présente un peu ce matin, ce sont des faits assez généraux que je remarque qui se retrouvent chez la plupart des gens, mais ce n'est pas nécessairement de l'information écrite dans le roc. Alors, ce qui va pour une personne ne va pas tout nécessairement pour une autre. Alors, c'est très important de dire ceci, comme Stephen Shore nous le rappelle souvent, if you know one person with autism, you know that person with autism. Alors, lorsqu'on connaît une personne sur le trouble du spectre, on connaît 7 personnes. Alors, débutons. C'est important de dire que nous n'inventons pas nos symptômes pour avoir de l'attention. Alors Anne, pourquoi tu nous dirais ça? Bien, au cours des années, j'ai eu l'occasion de fréquenter plusieurs collègues et puis souvent, on entend des conversations, on entend des choses telles, cette personne-là, moi je pense que elle est en train d'inventer ses symptômes pour avoir de l'attention. C'est comme si la personne essaie de manipuler pour avoir ce qu'elle veut. Mais je peux vous dire, comme personne, que nous n'inventons pas nos symptômes pour avoir de l'attention. C'est pas nécessairement la meilleure chose à faire d'inventer pour obtenir ce que l'on veut. Par exemple, à un moment donné, j'étais dans une salle et puis nous avions un petit bonhomme qui ça n'allait pas bien, ces choses. Les lumières le dérangeaient, il y avait du bruit, et puis tout d'un coup, il s'est mis à faire ses gestes de mouvements répétitifs, il s'est mis à cogner sa tête, il a fait plein de choses. Et puis, les commentaires qu'on entendait étaient « Ah, ben regarde donc ça, il veut encore avoir de l'attention. » Pensez-y, est-ce que vous croyez vraiment qu'une personne, pour avoir l'attention de quelqu'un, choisirait par choix intentionnel de frapper sa tête en public ou encore de commencer à faire des gestes répétitifs et avoir de la difficulté à les contrôler? Je peux vous dire que d'après ce que moi j'ai observé, la réponse est bien non. On fait pas ça pour avoir de l'attention. Lorsqu'on arrive dans une grande foule ou lorsqu'on arrive dans un endroit différent,
Souvent, il y a des choses qui peuvent nous déranger au niveau sensoriel. Alors, ça peut être les lumières qui sont trop fortes ou qui clignotent. Les bruits peuvent nous déranger. Des petites choses aussi banales qu'un petit cliquement d'une plume ou quelqu'un qui fait du bruit avec sa bouteille d'eau en plastique, ça peut nous déranger. Des odeurs, hein, des besoins d'être en contrôle de soi. Ce sont des choses qui peuvent déranger notre façon d'être dans un milieu. Alors, à ce moment-là, nos symptômes de TSA peuvent s'accroître. Alors, si, en temps habituel, je suis calme, mais que à un moment donné, il y a quelque chose qui change dans mon environnement, ou qu'il y a quelque chose qui change dans l'environnement de la personne, les symptômes vont devenir de plus en plus accrus jusqu'à ce qu'on puisse même les remarquer. Alors, certaines personnes peuvent les contrôler, d'autres les contrôlent moins bien. Et puis ça vient avec l'expérience, ça vient avec l'utilisation de nos stratégies, avec la pratique comme de raison, mais les symptômes que nous montrons aux gens ne sont pas pour avoir l'attention. En fait, d'après ce que les gens me partagent, d'après ce que mes élèves m'ont dit plusieurs fois, ils préféreraient pouvoir simplement se faufiler, se sauver de la situation pour ne pas avoir l'attention. Alors, c'est peut-être tout à fait vrai qu'on essaie de manipuler les symptômes, mais ce n'est pas toujours pour avoir de l'attention, mais c'est plutôt pour éviter l'attention qui souvent se tourne vers nous lorsqu'on fait des choses qui sont un peu différentes. Ah oui. Alors, on me pose souvent la question, Anne. Ah, tu es mariée? Et je ris et je dis, eh oui, les personnes autistes peuvent en effet se marier. Hein, leurs besoins de couple et d'espace peuvent varier d'une personne à une autre, comme de raison, parce que on est toutes des personnes différentes, puis même dans un couple soit-dit neurotypique, les besoins varient d'un couple à l'autre. Alors, je connais plusieurs personnes qui sont sur le spectre de l'autisme qui, en fait, oui, sont mariées. Moi-même, je célébrais hier mon 29e anniversaire de mariage. Ça n'a pas toujours été facile, mais il y a toujours des façons de moyenner, si on peut dire. Alors, je peux vous partager que certains de mes amis, moi, sont mariés, 2 personnes autistes, mais qu'ils vivent bel et bien dans 2 demeures différentes. Alors, la dame dans une maison, le monsieur dans une autre maison, on partage quand même une vie commune, mais en bout de ligne, à la fin de la journée, souvent, elle va dans sa maison, il va dans la sienne, tout est beau, tout va bien. C'est un peu pour respecter les limites personnelles, parce que des fois, on peut avoir besoin de notre espace. Puis quand quelqu'un est dans notre espace, surtout marié, on a tendance à penser qu'on doit tout partager, chaque moment de la journée, chaque chose qui se passe, chaque émission de télévision qu'on regarde. Pas du tout, pas du tout. Des fois, certains couples ont besoin plus d'espace que d'autres. Alors moi, par exemple, je vis dans la même demeure que mon époux et je vis aussi avec mon fils. Secret, je les appelle mes roommates, mes colocataires des fois. Mais pour nous, ce qui fonctionne bien, et comme ça fonctionne bien pour d'autres, c'est que nous avons chacun nos espaces. Alors, j'ai ma maison, on vit en commun, on partage quand même des soupers, des déjeuners, des discussions, on regarde la télé ensemble. Mais à certains moments, je me retrouve dans mes endroits à moi. Alors, j'ai mon studio. Ce matin, je suis dans mon studio. C'est aussi mon espace de travail. Alors, c'est un espace qui est personnel. Alors, je peux venir dans cet espace pour créer de l'art ou je peux, je sais pas, travailler, faire du travail à l'ordinateur. Et à d'autres temps, je peux me rendre à mon chalet pour prendre l'air et puis avoir mon espace. Alors, certains couples trouvent que ça fonctionne très bien, d'avoir des espaces séparés. Et puis, il y a toujours façon d'obtenir cet espace. Moi, nous sommes dans la même demeure, ça fonctionne bien. Certains de mes amis partagent
un endroit commun et ont chacun leurs endroits, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on est autiste, qu'on ne peut pas se marier. Ah, c'est souvent ce qu'on entend. Ah, t'es marié, comment tu fais? Je fais comme vous. Hein? Alors, en couple, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos besoins sensoriels, nos besoins sociaux, nos besoins émotifs et affectifs. Et ça varie d'un couple à l'autre. Ce qui est important et ce qui fonctionne, c'est la communication ouverte. Parfois, en couple, une personne est autiste et l'autre ne l'est pas. Alors, ça l'aide des fois de pouvoir avoir des discussions avec des gens qui peuvent expliquer justement aux personnes qui ne sont pas autistes pourquoi nous avons besoin de notre espace et pourquoi nous agissons d'une certaine façon. Mais oui, tout à fait possible de se marier et la vie n'est jamais monotone. Et je continue. Et oui, la plupart des personnes autistes souhaitent avoir des amis et peuvent démontrer une préférence pour un sexe. C'est une autre idée tout à fait. Je sais pas c'est quoi le mot, mais ça me surprend à chaque fois que je l'entends on entend souvent que les personnes autistes ne veulent pas avoir d'amis, qu'elles préfèrent être seules. Encore une fois, toujours en basant mes propos sur mes expériences personnelles et mes expériences professionnelles, je peux vous dire que la plupart des personnes autistes souhaitent avoir des amis, oui. Mais la façon dont elles approchent la démarche ou la façon qu'on entretient des amitiés peuvent cependant différer. Alors, si je regarde autour de moi, je regarde des personnes qui ont des amis. Alors, si par exemple, je suis dans mon milieu de travail où j'observe mes collègues, où j'observe mes élèves, comment ça se passe? Je remarque que certaines de ces personnes aiment beaucoup être avec les personnes avec qui ils sont amis. Hein? Alors, pour avoir une conversation, pour avoir une communication, on aime beaucoup du face-à-face. Alors, ça peut être du 1-à-1 ou ça peut être au sein d'un groupe social, ça peut être de différentes façons, mais la plupart des personnes aiment avoir des amis et puis se voir en personne. Je peux vous dire que comme personne autiste, j'aime beaucoup avoir des amis et les voir, mais ça devient très difficile et soi-même fatigant de toujours être avec des gens à cause de toutes les contraintes sociales. Alors, pour plusieurs personnes autistes, le monde virtuel, alors les médias sociaux devient un moyen excellent de se faire des amis. Alors, on peut embarquer sur différentes plateformes. Et moi, je suis un peu plus âgée, comme de raison que mes amis un peu plus jeunes. Et alors, moi, j'utilise les plateformes comme Messenger ou Facebook ou Twitter ou Instagram. Mais il en existe plusieurs autres façons de faire des amis. Et puis, c'est facile pour nous de pouvoir envoyer des messages, d'avoir des conversations. Des fois, des mots, c'est plus facile. On a le temps de penser à ce qu'on veut dire, on a le temps de penser à nos remarques par rapport à certains propos. On n'a pas besoin d'être toujours mise sur le spot, comme on dit en anglais. Alors, on peut penser à nos interactions avant de les avoir. Ça peut être dangereux parce que lorsqu'on tape des mots, avoir des amitiés par texto, c'est le fun, mais des fois, on ne voit pas toujours la personne à qui on s'adresse. Alors, on peut pas lire le langage corporel, ça devient difficile, mais c'est quand même un outil excellent pour travailler nos amitiés, nos interactions sociales. J'ai souvent rencontré des personnes qui préfèrent rencontrer des gens tout d'abord en ligne avant d'aller les voir, d'avoir un café ou de prendre un repas avec eux, parce qu'on apprend à se connaître un peu, on peut poser nos questions, on peut enlever la gêne, si vous voulez. Alors,
justement, les autistes, nous sommes comme tout le monde. On veut avoir des amis, mais des fois, ça devient un peu plus difficile de se faire des amis. Alors, si je remarque aussi, dans les cercles où j'ai eu l'occasion d'œuvrer avec des élèves, des étudiants qui sont plutôt ados. Alors, je connais plusieurs ados sur le spectre de l'autisme et eux me disaient que c'était plus facile de devenir amis avec des adultes. D'où l'importance en salle de classe, si vous êtes un enseignant ou si vous êtes un parent, de revoir justement des cercles d'intimité. Alors, on sait qu'au centre, on a notre espace à nous, nous avons notre famille, nous avons nos amis et on s'en va de plus en plus loin. Et chose intéressante, j'ai certains élèves qui m'ont dit à un moment donné, toi, tu es mon enseignante, mais tu es vraiment une amie. Parce que j'étais la seule personne vraiment qui interagissait avec eux d'une façon amicale. Alors, c'est moi qui jouais des jeux avec eux, c'est moi qui avait des discussions, qui leur apprenais à écouter de nouvelles musiques. Mais c'est important de bien définir les paramètres et les contextes dans lesquels on se retrouve, parce qu'on pourrait avoir des étudiants, on pourrait avoir des jeunes personnes qui croient que la personne adulte avec qui elle passe du temps, c'est en fait une amie, alors que vraiment, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider. Alors, c'est important de démarquer les choses et de démarquer les limites. Bien expliquer, par exemple, à nos étudiants que sur les médias sociaux, je ne te répondrai pas parce que, justement, je suis ton enseignant ou je suis l'adulte qui t'aide et qui t'accompagne. Alors, ce n'est pas approprié. Alors, c'est très important d'apprendre à reconnaître ses limites et c'est très important d'expliquer le pourquoi de ces limites aux personnes. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être amis, mais il y a certains niveaux d'amitié. Alors, toujours important de revoir ces cercles d'intimité avec les personnes. Puis, je vous recommande aussi de faire ça dès vos premières interactions avec les personnes, de mettre les limites et de les revoir souvent, sans nécessairement avoir l'air comme si on est en train d'être quelqu'un qui dit aux autres quoi faire, mais c'est tout simplement par protection pour les deux personnes impliquées dans l'amitié. Et puis, j'ai remarqué, chose intéressante, que la plupart des personnes autistes que je connais ont une préférence pour un sexe par rapport avec qui ils sont amis. Moi, personnellement, c'est plus facile pour moi être ami avec un homme parce que au niveau des difficultés sociales, il y en a moins. C'est moins difficile de comprendre quelqu'un du sexe opposé que comprendre quelqu'un qui est comme moi. Mais je remarque aussi que plusieurs de mes jeunes étudiants et plusieurs des jeunes personnes avec qui j'interagis, alors quand je dis jeunes, je veux dire adolescents jusqu'à 21, 25 ans, aucune préférence. D'abord, qu'on partage certains des mêmes intérêts et puis qu'on partage les mêmes limites et puis qu'on se comprend. Alors, j'avance, merci. C'est important de comprendre ce que signifie une séquelle sociale pour une personne autiste. Une séquelle, premièrement, si vous ne savez pas c'est quoi une séquelle, c'est quelque chose qui se produit à la fin de quelque chose. Alors, les séquelles, par exemple, je sais pas, je suis en train de manger trop de gâteau au chocolat, ben la séquelle sera que je serai malade peut-être après. Alors, c'est qu'est-ce qui se passe après? Alors, pour une personne autiste, il existe certaines séquelles sociales. Et puis, c'est très important ce que ça signifie parce que ça peut être difficile à comprendre. Alors, j'essaie de vous mettre un peu dans des mots ce que je ressens, ce que j'ai observé chez certaines personnes. Alors, avant de comprendre ce que c'est la séquelle, je vais peut-être vous partager un peu ce que c'est avant d'être dans une situation sociale. Alors, on va dire que on doit se rendre au travail, ou qu'on doit se rendre à l'école, ou qu'on doit se rendre dans une occasion sociale où on s'en va rencontrer des amis, on s'en va au cinéma, en tout cas. Avant de se rendre dans la situation comme telle, il y a des choses qui se passent des fois dans notre tête ou dans notre être.
avant de s'y rendre. Alors, certaines personnes peuvent être anxieux ou anxieuses. Hein, on peut connaître c'est quoi de l'anxiété. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, et puis là, l'anxiété monte. On s'imagine des scénarios possibles. Je vais en parler un peu plus tard dans ma présentation, mais les scénarios possibles, il y a toute la question des choses inattendues qui pourraient se produire. Hein? Alors, avant de se rendre dans une situation, il y a toujours ce qui pourrait arriver. Ensuite, on arrive dans la situation, et puis si tout va bien, tout se passe bien. Alors, on a du plaisir, on apprend, ou on passe notre journée au travail, puis tout va bien, ou il y a des petits pépins, mais c'est pas grave, on passe à travers, et puis, voici la fin de la journée. Alors, la fin de la journée arrivée, c'est souvent à ce moment-là que va se produire la séquelle sociale ou même les séquelles sociales au pluriel, avec un gros S, souligné, encadré, en rouge. Et puis, je vous explique. Comme personne autiste, souvent, nous avons à travailler très, très fort pour vous montrer notre côté qui fonctionne bien, qui fonctionne de façon acceptable par rapport à la société dans laquelle on vit, puis par rapport au cercle avec qui on interagit. Alors, par exemple, moi, je suis enseignante et puis j'arrive au travail, puis on va dire que aujourd'hui j'ai beaucoup d'anxiété. Ça pourrait, ça l'arrive. Hein? On est humain comme tout le monde. Alors, on passe à travers notre journée et puis il y a plusieurs petites choses qui nous dérangent. Hein? Parce que lorsqu'on est en état de hausse d'anxiété, tout nous dérange. Alors, vous pouvez vous imaginer, pour une personne qui est plus jeune ou une petite personne encore qui a vraiment pas travaillé ses stratégies, c'est très difficile. Alors, on doit répondre à des règles sociales. Alors, on doit s'asseoir, on doit écouter. On doit attendre notre tour. Pendant ces journées-là, des fois, les vêtements nous dérangent, ou on peut avoir des petites choses qui fonctionnent pas, des choses sensorielles, des choses émotives, on peut avoir de la peine, on peut. Mais on essaie de tout contrôler pour que ça ne paraisse pas. Parce que lorsque ça paraît, on sait que ça apporte d'autres conséquences, puis en tout cas. Alors, disons que je me rends au travail, j'enseigne, je passe ma journée, puis j'ai eu tous ces éléments-là qui se sont passés, mais que je les ai bien contrôlés. Là, j'embarque dans ma voiture, je pars ma musique, je me rends à la maison, j'arrive à la maison, et la première chose qui se passe, c'est que quelqu'un m'attend à la porte et me demande « Comment est allée ta journée? » C'est souvent ce qui va déclencher une séquelle sociale, / une petite crise de ma part. Et puis, c'est quelque chose aussi que les parents me partagent qui arrivent avec leurs enfants ou leurs amis ou leurs personnes. Hein? Je comprends pas, j'ai simplement posé une question, Anne, et j'ai eu une crise. Alors, je vous explique. Ça va bien, hein, pouvoir expliquer quand on le vit nous-mêmes. Des fois, si je peux apporter un peu de clarté, peut-être qu'on va pouvoir éviter des séquelles sociales. Alors moi, après avoir travaillé toute la journée, hein, et puis avoir essayé de contrôler toutes mes choses, je suis épuisée. Vos petites personnes à la maison sont épuisées. Ils sont allés à l'école, on a fait de la thérapie, on a fait de l'ACA, on a fait de l'ICI, on s'est fait dire quoi faire toute la journée. Rendu 3h30, 4h, même si on a pris l'autobus, si on est allé en voiture, on est épuisé. La dernière chose que l'on veut entendre, c'est comment est allée ta journée. Parce que, souvent, la journée s'est mal passée. Mais on veut vraiment pas en parler encore. On peut devenir extrêmement fatigué. Si je vous racontais, et puis, encore une fois, ce sont des choses qu'on me rapporte et puis que je vis moi-même puis que j'observe chez mon fils, on peut devenir tellement épuisé au niveau physique que ça peut faire mal simplement parler. Alors, avoir une conversation peut devenir très, très difficile. Ça peut être, c'est pénible même, je dirais. Essayer d'avoir une conversation avec quelqu'un lorsqu'on sort d'une situation sociale. Ou bouger
Hein? Même bouger, préparer à souper, me poser la question, qu'est-ce qu'on mange pour souper après que je viens d'avoir vécu toute une journée au travail, ce n'est pas nécessairement la meilleure idée de le faire. Hein? On peut avoir mal dans le corps, on peut avoir plein de choses qui... Alors, la séquelle sociale est vraie, la séquelle sociale peut être évitée. Alors, on va dire qu'une personne doit se rendre dans une situation sociale et que vous êtes la personne qui accompagne cette personne. Hein? Alors, soit que vous êtes le parent, ou vous êtes le conjoint ou la conjointe, ou vous êtes la personne aidante. Alors, on se rend dans une situation sociale, on gère la situation, on chemine dans les situations. Qu'est-ce qui est peut-être important de faire en sortant? C'est de simplement prendre un temps de recul, hein, puis de retourner au silence pour permettre à la personne autiste de retrouver justement son centre d'accueil personnel, se retrouver, elle, dans tout ce qu'elle vient de vivre. Alors, si l'anxiété est à la hausse, lui donner le temps que l'anxiété redevienne un niveau, soit dit, tolérable. Hein? Si une personne est fatiguée, des fois peut-être un 15 minutes de sieste peut faire une différence. Ça peut être quelque chose qui change nos choses au niveau social, pas social, mais sensoriel. Ça peut être simplement prendre un verre d'eau, prendre une petite collation, prendre une pause qui va nous permettre de gérer mieux ce qu'est une séquelle sociale. Peut-être qu'une des choses que je peux vous raconter ou vous dire qui fonctionne le mieux, c'est notre espace à la fin d'une sortie sociale. N'essayez pas, parce que ça fonctionne souvent très mal, n'essayez pas de nous donner des stratégies comment gérer, sortir d'une situation quand tout ce qu'on a besoin, c'est le temps. On n'a pas besoin de stratégie, on a besoin de notre espace. C'est aussi simple que ça. Alors, je trouvais que c'était important de vous expliquer aussi ce matin ce que c'était une séquelle sociale. Alors, je poursuis. Parlant d'anxiété, hein, une personne qui vit sur le trouble du spectre de l'autisme vit de l'anxiété et c'est une anxiété omniprésente. Gros mot qui dit l'anxiété est tout le temps là. J'ai lu à quelque part à un moment donné, puis je me souviens pas exactement où, j'essaierai de vous trouver peut-être la référence. J'ai lu que une personne qui vit sur le spectre de l'autisme a une anxiété qui ressemble à ceci. Alors, si vous n'êtes pas sur le spectre de l'autisme ou que vous ne vivez pas d'anxiété, je veux que à ce moment ici, vous vous imaginiez la situation la plus stressante que vous avez vécue. Alors, peut-être que vous avez été pris à un moment donné, je sais pas, vous êtes sur l'autoroute, vous devez vous rendre en quelque part, vous allez être en retard, puis pouf, 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 l'anxiété commence à monter. Peut-être que vous avez ressenti de l'anxiété quand votre petit bébé pleurait, et puis qu'on n'est pas capable d'arrêter les pleurs, puis pouf, l'anxiété monte. Peut-être que c'est lors d'une entrevue au travail où vous avez tenté d'avoir un autre poste, on vous met en entrevue et l'anxiété monte. Alors, votre niveau le plus accru d'anxiété deviendrait, selon les recherches et selon mon expérience et l'expérience de plusieurs, votre plus haute anxiété deviendrait à nous notre point de départ pour l'anxiété. Alors, si vous voyez, ça c'est ton plus haut, ça c'est mon plus bas. Alors, des fois, surtout lorsque nous sommes fatigués ou lorsqu'il y a des changements à l'horaire ou lorsqu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, notre anxiété est encore plus haute, elle monte de façon encore plus rapide et la façon dont on réagit à cette anxiété peut être explosive. Alors, lorsque j'accompagne des personnes qui sont sous spectre ou lorsque je pense moi-même en mon anxiété, je fais toujours attention à comment j'approche. Alors, si je regarde une personne, si j'observe une personne qui est sur le spectre de l'autisme et je dois l'approcher, me rappelant toujours que l'anxiété est là chez cette personne, je porte attention à des petites choses comme par exemple le stimming.
Est-ce que la personne est en train de jouer avec un objet de manipulation, par exemple? Alors, comme si j'ai un objet, est-ce que la personne joue avec? Est-ce que la personne est en train de se balancer? Est-ce que la personne est en train de taper ou frapper du pied ou est-ce qu'elle fait des sons? Alors, tout ça, ce sont des indices qui me présentent ou qui me disent que cette personne est en train de vivre une anxiété qui est en train d'accroître. Alors, moi, quand je l'approche comme personne, je fais attention. Je porte attention à ne pas la toucher, par exemple, ou à ne pas la surprendre. Et c'est souvent pas un bon temps lorsque l'anxiété est omniprésente et si forte. C'est souvent pas un bon temps de dire à la personne, non, tu ne peux pas faire ça. Alors, la façon qu'on approche, même avec nos mots, peut faire toute la différence avec une personne, justement, qui a de l'anxiété. Et puis, alors, sur le spectre de l'autisme, se souvenir que cette anxiété est toujours omniprésente. Même lorsque nous avons l'air calme, c'est toujours à la surface. Alors, portons attention à ceci. Parlant de porter attention, comme personne qui vit sur le spectre de l'autisme et comme personne qui a l'occasion d'enseigner et de travailler avec des personnes comme moi, je peux vous dire que nous faire dire quoi faire est une chose que l'on déteste. Ben voyons, vous détestez vous faire dire quoi faire. On est tous pareils, on n'aime pas ça se faire dire quoi faire. Oui, mais je vous explique un peu pourquoi nous avons de la difficulté justement à accepter à se faire dire quoi faire. C'est que comme personne TSA, souvent nous n'avons pas le contrôle de grand-chose. Alors par exemple, si je remarque les petites personnes, je dis les petites personnes lorsqu'on commence à avoir des symptômes de TSA, il y a quelqu'un qui nous aide et qui nous accompagne. Alors, on peut faire de la CA, on peut faire de l'ICI, on peut aller voir une orthophoniste, on peut aller voir plein de services. Mais il y a toujours quelqu'un qui nous dit quoi faire. Et puis, à la fin, il y a toujours, oui, bravo, il y a toujours un bonbon, il y a toujours quelque chose, mais ça vient difficile. Alors, je veux que vous vous imaginiez ce que ça aurait l'air pour quelqu'un qui commence à l'âge de 2 ans et demi à suivre des thérapies et qui se rend jusqu'à 21 ans, toujours à recevoir des services et des appuis, toujours se faire dire quoi faire. Je veux que tu fasses ci, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci. C'est très, très difficile à gérer. Surtout lorsqu'on est adolescent. Il ne faut pas oublier que l'autisme n'est pas qui l'on est. L'autisme, ça l'accompagne qui on est. On n'est pas l'autisme. Alors, je peux avoir un adolescent, moi, qui a 15-16 ans. Alors, disons que mon adolescent s'appelle, je sais pas, Jean. Alors, Jean a 16 ans, il est adolescent, il va au secondaire et Jean vit sur le spectre de l'autisme. Jean, comme toute personne de 16 ans, n'aimera pas se faire dire quoi faire. Il est un adolescent qui essaie de contrôler son environnement. Il veut faire ce que ça lui tente comme un ado. Avoir quelqu'un qui est constamment en train de lui dire quoi faire, ça le provoque. Ça fait monter son anxiété. Il est très difficile, toujours pour nous d'accepter de nous faire dire quoi faire. Moi, je suis chanceuse parce que je suis une adulte, je suis une enseignante qui, ironiquement, dit aux autres quoi faire, mais pour que ça fonctionne bien, pour que ça fonctionne bien dans mes interactions, j'ai remarqué que je dois offrir des choix. Alors, par exemple, mon patron a bien remarqué que je suis une de ces personnes qui n'aiment pas avoir quelqu'un qui arrive et dire « je veux que tu fasses ça, ça, ça ». Il y a une façon d'aborder la situation. Alors, juste en posant des questions différentes, en disant « est-ce que ça te tenterait? » Ou « pourrais-tu, quand tu auras une chance? » Ou « pourrais-tu d'ici la semaine prochaine? » Alors, c'est la façon qu'on approche la situation. Le mot « non »
est très difficile pour moi aussi à entendre. Et pour plusieurs personnes sur le spectre de l'autisme, le mot non, c'est un genre mot trigger. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Alors, nous faire dire quoi faire et nous faire dire non, on n'aime pas ça. Alors, il y a toujours moyen de moyenner en disant absolument. Quand tu auras fait ce que tu auras choisi, ça ou ça, tu pourras faire ceci après. Alors, c'est une façon un peu plus subtile et un peu plus adulte de commencer avec le avant et le après. Alors, c'est de la façon qu'on approche les gens. Alors, des fois, un petit conseil, si vous avez à nous dire quoi faire ou à nous donner des instructions en particulier, observez ce qu'on a de l'air avant de nous approcher. Alors, on en a parlé un peu avant cette diapo. Qu'est-ce que ça a l'air quelqu'un qui est anxieux? Qu'est-ce que ça a l'air quelqu'un qui a besoin de prendre une pause? Alors, c'est souvent de remarquer si c'est un temps propice, de demander à quelqu'un quoi faire. Pas de nous dire quoi faire, de nous demander. Et puis, c'est ça. Puis, comme personne, parce que nous avons tellement peu de contrôle souvent par rapport à nos émotions, par rapport à ce qui se passe au niveau social, ça nous aide et ça nous encourage à mieux tolérer quand on a justement à se faire dire quoi faire. Comme de raison, il y a des situations où on n'a pas de choix. On doit se faire dire quoi faire en situation d'urgence. C'est pas est-ce que tu préférais sortir ou est-ce que tu aimes mieux attendre que l'alarme à feu arrête de sonner? Pas du tout. Des fois, nous devons nous faire dire quoi faire parce qu'on est en état de... Mais c'est de jouer justement, de porter un bon jugement. Et je poursuis. Anne, est-ce que tu t'ennuies? Jean, est-ce que tu t'ennuies? Alex, est-ce que tu t'ennuies? Je peux vous dire que on s'ennuie très rarement parce que souvent, il y a des scénarios constants qui occupent nos consciences. Et puis ça peut causer l'anxiété qui est toujours là. Alors, je vous donne un exemple. Moi, lorsque je me couche le soir, je pense à ma journée, et puis il y a toutes sortes de scénarios qui commencent à se jouer dans ma tête. Alors, on va dire qu'il y a un petit quelque chose qui s'est passé. Avoir un tableau, je vous ferai un point. Et puis, c'est comme la toile d'araignée. Alors, voici ce qui s'est passé. Et on a comme des petits bras qui disent « Ah, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé, ça c'est arrivé. » Oui. Comme personne TSA, souvent, l'anxiété commence à augmenter en raison de ces scénarios constants qui occupent nos consciences. Alors, au lieu de simplement rester dans le moment présent et dire « ceci se passe, voici ce qui arrive », nous, on s'imagine des scénarios. Nous, on s'imagine plein de choses. Ah, si je vais là, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tout d'un coup, je suis à peut-être 5-6 scénarios plus loin qui n'existent pas. Et puis là, je commence à inventer des séquelles de ce qui pourrait se passer en raison de ces scénarios inventés. J'espère que c'est très clair. Je suis en train de faire un genre de looping, comme je dis en anglais. Je fais un genre de... c'est omniprésent, l'anxiété. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ça va arriver, ça va arriver. Tout à cause de quelque chose que je me suis inventé dans ma tête. Ça l'arrive souvent le soir, ça l'arrive dans la nuit, ça l'arrive souvent chez mes élèves, ça l'arrive avec mes collègues. Alors, comment gérer tout ça? Comment voir est-ce qu'on devient plus calme? Bien, c'est d'essayer de se trouver en plein moment, en pleine conscience du moment, dire non, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis ici et voici ce que je peux contrôler. Des grandes respirations, des choses qui peuvent m'aider à contrôler tout ça et à revenir dans le moment deviennent alors des plus importants. Et puis, c'est en fait une des stratégies que j'essaie d'apprendre ou d'enseigner à mes élèves, que ce soit à l'école secondaire ou même j'enseigne à l'université, alors aux futurs enseignants qui vont interagir avec vos enfants peut-être.
Alors, ce sont des choses que j'essaie de leur apprendre, combien il est important d'être capable de retourner notre conscience à ce qui se passe pour essayer, en fait, de contrôler l'anxiété qui est omniprésente. Des scénarios peuvent aussi servir, puis ça, c'est juste un petit à côté. Ça peut être très utile. Moi, j'ai une très bonne imagination. J'écris, moi, je suis écrivaine, et puis des fois, j'ai des compositions de musique qui me jouent dans la tête. Je compose de la musique. Alors, les scénarios constants, à des moments prescrits, à des bons moments, peuvent devenir un outil de travail, peuvent devenir un outil où je peux me divertir et divertir les autres. Mais lorsqu'on devient dans le loop d'entendre toujours la même musique ou d'entendre les mêmes choses, il est temps d'essayer de sortir nos stratégies. Et puis, si on a de la difficulté à le faire, de trouver des personnes qui peuvent nous aider à le faire. Des fois, les scénarios qui viennent dans notre conscience, on les partage avec les gens. Alors, ça a l'air comme si on est en train de parler de toujours la même chose aux gens. Et puis, les gens peuvent devenir tannés. C'est à ce moment-là que je vous invite à nous dire, oui, si on en a parlé, veux-tu, on peut essayer de faire quelque chose d'autre, ou veux-tu, on peut essayer de parler de quelque chose d'autre. Alors, des fois, on a simplement besoin de quelqu'un qui nous dit, c'est assez, on avance pour avancer. Alors, les scénarios, bonne chose, moins bonne chose, ça dépend des situations. Je veux vous parler des animaux de compagnie, la présence d'animaux de compagnie. Plusieurs personnes qui sont sur le spectre de l'autisme ont des animaux de compagnie. Alors, ceci peut être un atout positif ou même un atout négatif dans nos vies, et je vous explique. Alors, pour plusieurs, la présence d'animaux de compagnie leur apporte un genre de réconfort. Alors, ça apporte une sécurité. Les chiens de compagnie peuvent aider à régler justement l'anxiété. Alors, quand une personne est nerveuse, son animal de compagnie arrive, et si c'est un chien, un chat, je sais pas, un cochon d'Inde, ça peut être un cheval, la présence de cet animal peut calmer le système émotif et le système nerveux. C'est cet animal qui peut apporter aussi un réconfort sensoriel. Alors, par exemple, je remarque beaucoup autour de moi les personnes sur le spectre qui ont des chiens, alors les flatter en fin de journée ou simplement pendant qu'on est en train de faire une activité calmante, l'action de flatter notre animal peut être tout à fait calmante. On a souvent remarqué en faisant des études que la réduction de stress chez les personnes TSA peut baisser en présence de leurs animaux de compagnie, tout comme pour une personne neurotypique. Alors, si tu aimes les animaux de compagnie, être autour de ton chien ou de ton animal préféré, ça devient très calmant, c'est quelque chose que tu aimes. Pour les personnes qui ont un TSA, avoir un animal de compagnie dans la maison, ça apporte aussi des bienfaits. Si on essaie de travailler des responsabilités, ça peut être la façon intéressante ou la façon appréciée de le faire, parce que on doit en prendre soin, on doit le nourrir, on doit prendre soin de ses besoins, l'amener dehors, prendre des marches. Alors, ça devient partie de notre routine, ça devient une façon d'engager notre enfant ou d'engager notre personne dans une routine qui devient acceptable, si on peut dire. Et puis, c'est un moment où on peut partager certains moments avec eux. On a remarqué que si la personne TSA est en thérapie et qu'elle est non-verbale, souvent, la présence de l'animal de compagnie peut aider à faire des débuts de communication, soit que la personne va interagir avec son animal ou qu'elle pourrait même interagir avec la personne qui est en train de lui offrir un appui au sujet de son animal. Alors, ça devient bien
même au niveau de la salle de classe, quand quelqu'un m'arrive, moi, puis je leur demande, est-ce que toi, tu as un chien? Et puis qu'on me dit, ah oui, moi j'ai un chien, et puis il s'appelle Marley, et puis bla bla bla. Ça commence avec un petit pépin de conversation, puis on peut bâtir là-dessus. Hein? Alors la présence devient très positive. Même au niveau de la famille, on rapporte que si on a un animal de compagnie au sein de la famille, des fois, des relations familiales peuvent devenir plus fonctionnelles ou plus plaisantes même. Par oblique, il y a toujours l'autre côté de la médaille, hein, la présence d'animaux de compagnie. Moi, je vous dis que pour moi, hein, je n'aime pas la présence d'animaux de compagnie et c'est très ironique parce que nous avons 4 chiens chez moi. Hein? Alors, on partage la besogne, on partage les bons moments, mais moi, j'aimerais bien, et puis je connais d'autres personnes qui sont d'ailleurs comme moi, on aime passer du temps avec nos animaux, mais après ça, on aime les mettre de côté un peu, parce que la présence d'un animal, autant bien qu'elle est animale et qu'elle n'est pas humaine, c'est quand même une présence. Alors, ça prend de la place, hein? Ça devient de l'énergie avec laquelle on doit interagir. Et puis, je dois vous dire que même en fin de journée, souvent, lorsque je suis fatiguée, juste être en présence de mes chiens, ça devient d'autant plus drainant. Alors, pour certaines personnes, hein, un animal de compagnie, c'est bien, mais pour d'autres, c'est fatigant. Et puis, on peut même avoir des personnes sur le spectre qui ont peur des animaux. Alors, c'est de les habituer, tout doucement peut-être, à avoir la présence de cet animal dans leur cercle, sans l'imposer. Hein? Alors, si la personne est toujours en grosse panique à chaque fois que le chat approche, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir dans notre maison un chat. Hein? Parce que l'anxiété, puis tout peut changer. Alors, c'est toujours de porter attention au goût et aux besoins de la personne TSA. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous dire au sujet de la présence d'animaux. J'aime mes animaux, j'aime mes petits chiens, mais des fois, c'est trop. J'ai besoin de prendre un espace. Et puis, hein, les intérêts particuliers. Nous avons souvent des intérêts particuliers quand on est sur le trouble du spectre de l'autisme. C'est un temps parfait pour vous parler de la saison de hockey qui vient de se terminer. C'est quelque chose auquel je fais toujours allusion lorsque je parle des intérêts particuliers, et puis on me dit toujours, ben voyons Anne, c'est pas pareil. Je vous explique. Certaines personnes ont suivi les séries éliminatoires de hockey de façon systémique. Alors voici, il y avait une partie de hockey, on mettait notre jersey, on mettait notre chapeau, on affichait des choses sur les médias sociaux, on se promenait avec des drapeaux sur notre voiture, on avait des drapeaux d'accrochés à la maison, peut-être que même notre salon était décoré en partisans des Canadiens ou de l'équipe de Las Vegas. Ça, c'est correct. Hein, c'est un intérêt particulier, c'est un sport, c'est quelque chose qui est bien vu. On s'habille avec des couleurs de hockey, on se promène en ville. J'ai même vu des gens se promener à l'épicerie avec, moi j'appelle ça des déguisements, mais en tout cas avec tout leur genre de costume, hein, qui indiquait qu'est-ce qu'ils aimaient, de qui ils étaient partisans. Et puis, de l'autre côté de la médaille, j'entendais dans ma tête, « Ah oui, mais lui, il joue toujours avec des trains, il s'habille en conducteur, c'est pas approprié. » C'est intéressant, hein? De voir comment on peut être un partisan d'une équipe, avoir un jersey, avoir un genre de, en anglais on appelle ça un man cave ou un endroit où on regarde, hein, c'est décoré, ça c'est correct, mais une personne avec un TSA qui s'intéresse à des choses des fois un peu plus différentes, ça devient jugé et ça devient vu comme n'étant pas acceptable. Pensez en contexte scolaire. Alors, on est en train de suivre le football, ou on est en train de suivre, je sais pas, le baseball, ou on est en train de regarder le hockey, et puis on a une journée de thème à l'école.
bravo, tout le monde arrive en équipe de sport, tout le monde arrive déguisé, c'est le fun, bravo, tout le monde a du plaisir. Mais on regarde dans le coin notre petite personne TSR qui est juste là et qui ne s'est pas habillée en partisan de hockey ou de sport. Puis là, on dit, mais comment ça tu t'es pas habillé? Et la personne dit, ben ça m'intéresse pas. Et c'est à ce moment-là que souvent on a des visages qui changent et qui disent, mais comment ça t'intéresse pas? Tout le monde aime. Malheureusement, tout le monde n'aime pas les sports. Tout le monde n'aime pas les mêmes choses comme la musique. Comme personne autiste, on peut avoir des intérêts particuliers qui sont, oui, comme les vôtres, mais ça peut aussi varier. Hein? C'est comme n'importe qui. Si tu connais cette personne avec ses besoins et ses intérêts. Alors, nous, comme personnes sur le spectre, on peut, oui, aimer les équipes sportives, on peut suivre tout ça, mais il y en a plusieurs d'entre nous qui aiment beaucoup les différents films, que ce soit les films de Walt Disney, ou que ce soit les films de Steven Spielberg, ou encore les émissions de télévision de Pokémon, ou de Digimon, ou Star Wars. Hein? On est peut-être artistique, on aime peut-être peindre, mais de façon différente. Peut-être qu'on aime peindre, hein, des petites pierres avec des petits points, alors qu'il y en a d'autres qui aiment faire des grandes œuvres, ou qu'il y en a d'autres qui aiment mieux barbouiller. C'est un intérêt. Peut-être que notre intérêt particulier, c'est de tout connaître à propos de la météo. Et puis, je m'arrête encore à ce fait. J'entendais souvent, avant de faire le point, « Ah, il connaît tout à propos de la météo. C'est-tu pas fatigant? C'est-tu pas, il sait la température? Il sait ci, c'est ça. » Pensez aux personnes qui s'intéressent beaucoup au sport et qui connaissent les statistiques à propos de chaque joueur de chaque équipe et qui en discute avec ses amis, et ça, c'est acceptable, alors que quelqu'un qui parle de la météo, qui connaît toutes les statistiques, ça ne l'est pas. Alors, c'est quelque chose que je tente toujours à mentionner parce que c'est important de voir que nous sommes tous pareils. Où les intérêts particuliers deviennent souvent problématiques, c'est lorsqu'elles peuvent devenir une obsession et puis qu'on a de la difficulté à faire autre chose pendant notre journée. Alors, on va dire que moi, j'aime beaucoup la lecture. Je suis pas capable de faire quelque chose d'autre sans avoir terminé la lecture de mon livre de 600 pages. Ça peut devenir problématique, mais pas nécessairement si on fait ça à petite dose et que c'est bien calculé. Hein? C'est un peu comme vous. Vous avez vos intérêts particuliers, nous avons les nôtres. Nous sommes aussi capables de faire plusieurs choses en même temps. Alors, j'ai vu beaucoup dans mes cercles, et moi-même, je suis une personne qui est capable de faire plusieurs choses en même temps. Alors, plusieurs personnes doivent être concentrées sur une chose, alors que moi et que d'autres dans mes cercles, on est capable de faire plusieurs choses. Alors, je suis capable de lire un livre tout en faisant mon souper, tout en écoutant de la musique, et je suis capable de porter attention à toutes ces choses de façon équivalente. Alors, je néglige pas une chose pour une autre, c'est quelque chose que je suis capable de faire en même temps. Si je dois, ou si on doit se concentrer sur une tâche qui est plus spécifique, à ce moment-là, ben oui, comme de raison, hein, il est recommandé de faire une chose à la fois puis de porter attention, mais ça peut être très difficile de faire seulement une chose en même temps. Alors, en salle de classe, moi, je retrouve souvent que nos étudiants qui ont des troubles d'attention, si on a de la musique pendant qu'ils travaillent, ça peut les aider. Alors que pour d'autres, ça va faire le contraire. Alors, c'est de porter attention aux personnes et de porter attention à leurs besoins. Alors, pensez-y, hein, si vous êtes partisan d'une équipe de hockey et que vous regardez ensuite votre petit ami ou votre enfant jouer avec des petits soldats, ce n'est pas vraiment différent. En anglais, on dirait « the difference is the same ». Alors, ce qui est différent est quand même pareil. Alors, c'est toute la façon qu'on approche ça. Et puis, j'aimerais, pour terminer, vous parler un peu des difficultés sensorielles. Je pourrais vous jaser toute la journée, mais vous savez, on est limité en temps. Et puis, en tout cas, si jamais il y a des choses sur lesquelles j'ai touché avant que
que je passe à ma dernière diapo. S'il y a des choses que j'ai touchées qui vous intéressent, prenez note et on pourra en discuter soit lors de la période des questions ou à d'autres moments. Alors, je veux juste vous indiquer que les difficultés sensorielles que l'on ressent comme personne sur le spectre sont tellement si énormes qu'il peut devenir impossible de fonctionner de façon acceptable ou de façon neurotypique. Alors, le monde est un monde où nos sens sont continuellement activés. Comme une personne neurotypique, il y a plusieurs choses qui se passent, les personnes remarquent, mais lorsqu'on est sur le spectre, certains de nos sens peuvent parfois être encore plus développés. Alors, certaines choses, comme les bruits, les odeurs, les choses que l'on touche, peuvent devenir tellement difficiles à tolérer qu'on ne sait pas comment avancer dans le temps. Je vous explique. On va parler des différents sens, puis je peux vous expliquer un peu combien ça peut devenir difficile quand ce sens-là est en genre overdrive. Alors, le bruit, hein? Il y a tellement de petits bruits, ce ne sont pas nécessairement les gros bruits qui vont nous déranger, mais ce sont les petits picotements qu'on entend dans l'arrière-plan qui peuvent nous déranger. Alors, en salle de classe, j'ai des élèves, moi, qui à un moment donné pouvaient entendre ce qui se passait 2-3 classes plus loin et qu'ils entendaient des gens de tic-tic-tic, ça les dérangeait, c'était tellement difficile, pas capable de concentrer et l'anxiété montait. Hein? Alors, la personne commençait à se frapper des fois la tête ou se bouchait les oreilles et puis on se disait, il n'y a rien en salle de classe ici. Mais elle entendait tellement bien qu'elle pouvait aller entendre ce qui se passait dans les autres classes. Alors, les aidants, les personnes qui travaillaient avec cette personne lui disaient, voyons, c'est pas possible que tu entendes. Mais oui, elle entendait bien ce qui se passait. Alors, n'oubliez pas que nos sens sont souvent tellement bien développés que l'on entend ou l'on perçoit des choses que, comme personne neurotypique, peut-être que vous n'entendez pas. Alors, je vous partage aussi que il y a plusieurs personnes qui vont toujours consommer la même nourriture, c'est toujours le même lunch. Puis ça cause, on dirait, beaucoup de, pas d'inquiétude, mais ça cause du brouhaha dans certains contextes scolaires. Hein? Ils mangent toujours le même dîner, ils mangent toujours la même chose, ils boivent toujours le même jus. Bien, on fait ça parce que c'est très difficile pour nous de gérer nos difficultés sensorielles. Alors, si on sait que lorsqu'on mange le même sandwich et lorsqu'on boit le même jus, ça va goûter pareil, ça va sonner pareil lorsqu'on l'ouvre, ça devient un genre de façon de gérer notre anxiété, ça devient une façon de se calmer. Hein? C'est pas parce que nécessairement on aime seulement les aliments qu'on a devant nous, c'est juste que en apportant notre propre goûter, on peut gérer la difficulté sensorielle qu'est celle de sentir des nourritures différentes ou de goûter ou de ressentir des textures différentes. Hein? On peut avoir des difficultés sensorielles qui sont si difficiles au niveau du toucher, hein, que juste porter certains vêtements peut devenir difficile. Alors moi, j'ai une collègue qui est sur le spectre et des fois, ça lui prenait 10-15 fois de se changer le matin avant qu'elle puisse trouver le genre de vêtements ou l'habit qu'elle était pour porter pour aller travailler. Ça lui occasionnait des difficultés. Elle arrivait toujours en retard. Et on lui avait fait la suggestion, choisis ton linge le soir avant. Ce qui ne fonctionnait pas. Parce que après avoir dormi toute une nuit ou pas dormi une nuit, on ne sait pas à quoi s'attendre au niveau sensoriel. Alors, c'est d'essayer de jouer un peu avec les différents éléments tout en prenant en compte que les choses peuvent changer. Hein? La vue, c'est beau voir, mais les lumières peuvent nous déranger. Le soleil peut nous déranger. Les nuages, tout peut nous déranger au niveau de la vue. Alors, des fois, on peut avoir de l'air comme si on était en train de se cacher des gens avec des verres fumés ou
les difficultés sensorielles deviennent si énormes qu'on ne peut pas fonctionner. Alors, c'est un peu ce que je voulais vous partager, à garder note. Prenez note d'une difficulté sensorielle. Si vous avez de la difficulté avec quelque chose, souvenez-vous que la personne qui est à côté de vous, qui a un TSA, peut aussi avoir une difficulté, tout comme la vôtre, puis que des fois, on va réagir ou agir de façon différente pour essayer, justement, de contrer les difficultés que ceci nous occasionne. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, c'est un peu ce que j'avais à vous présenter ce matin à travers les différentes diapos. Je suis ouverte à vos questions. S'il y a des choses que vous aimeriez que je discute avec vous davantage, s'il vous plaît, je suis ici pour répondre à vos questions. S'il y a des choses que je ne connais pas ou que je ne suis pas confortable, je vous reviendrai avec la réponse à un autre moment. Et puis, on pourrait certainement en discuter davantage. Alors, c'est ça. J'ouvre maintenant plancher à vos questions. Alors, bonjour, je suis en train d'essayer de trouver mon écran. Alors, le voici, vive la technologie. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, tel que je vous ai mentionné, je suis ouverte à répondre à vos questions. Et puis, votre première question est peut-être, est-ce qu'elle s'est changée? Parce que je portais pas ça tantôt. Alors, oui, mais c'est de la magie. Alors, je vais commencer à répondre. J'ai quelques questions. Alors, je vais lire la première. Depuis les confinements, une jeune ado TSA refuse de voir des personnes extérieures à sa famille et a perdu contact avec toutes ses connaissances de l'élémentaire et n'a donc pas développé de nouvelles amitiés dans sa nouvelle école. Ses parents doivent-ils s'inquiéter? Elle ne quitte plus sa chambre et s'angoisse rien qu'à l'idée d'aller magasiner, de peur de devoir adresser la parole à quelqu'un. Alors, la fameuse COVID, c'est pas facile pour personne. Et puis, pour notre population TSA, ça a été d'autant plus difficile. Alors moi, ce que je vais faire, Valérie, c'est que je vais t'offrir quelques conseils. Et puis, peut-être que ça va t'aider à aborder la situation. Alors, tout premièrement, comme enseignante, moi, j'aime beaucoup offrir à mes étudiants une transition. Étant donné qu'on va retourner bientôt en salle de classe dans les prochaines semaines, il va y avoir des transitions à vivre. Alors, peut-être s'adresser à l'école, à la direction, pour exprimer les difficultés qui se passent chez l'ado, pour essayer de faire en soi qu'il y ait une transition. Alors, moi, comme enseignante, et puis je sais que ça se passe aussi dans certaines autres classes, c'est que souvent, on va avoir des visites virtuelles où on va parler aux gens de façon virtuelle, puis on va organiser des activités où est-ce que moi, je peux avoir des conversations et où est-ce que je peux entretenir des conversations avec des élèves, soit d'un même niveau ou des élèves qui vont être dans une classe, pour apprendre à se connaître. Alors, ce serait des choses aussi banales pour tout début, qui serait comme qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as fait cette semaine. Et puis, on peut bâtir là-dessus, on peut commencer à rentrer les zones d'anxiété, parler de nos cercles d'intimité, puis avoir des conversations. Alors, comme j'ai dit dans ma présentation, souvent, pour les personnes sur le spectre, avoir une conversation soit écrite par chat ou par courriel ou encore en ligne comme ceci, pour apprendre à reconnaître nos personnes, à redécouvrir nos personnes, ça peut être très aidant, surtout lorsqu'on va retourner dans un contexte présentiel dans les prochaines semaines. Quant à ce qui est les difficultés de se rendre au magasin ou aller à certains endroits, moi, je peux te partager un peu ce que j'ai dû faire avec certains des personnes que j'appuie et puis ce que j'ai dû faire même pour moi-même parce qu'au début, ça a été très difficile, essayer de retourner
avec des gens alors que je ne les voyais pas depuis des semaines, voire des mois. Alors, on va dire que, je sais pas, l'adolescente ne veut pas entrer dans le centre d'achat, ne veut pas entrer au magasin d'épicerie parce qu'elle ne veut pas parler à quelqu'un. Ben, peut-être qu'on peut l'encourager quand même à se rendre au magasin puis d'attendre dans la voiture. Et puis peut-être que la prochaine fois, elle pourra entrer. Alors, ça va se faire par petits brides, parce que ce n'est pas facile essayer de briser cette anxiété, parce que ça fait des mois quand même que ça se passe. Et puis, juste savoir qu'il y a encore peut-être des possibilités d'avoir la COVID ou d'avoir comme des germes, ça peut être inquiétant. Comme parents, est-ce qu'on devrait s'inquiéter? Moi, je dirais pas que le mot c'est inquiétude comme tel, mais peut-être garder un œil assez pointu sur la situation pour peut-être même faire appel à des services, soit que ce soit en ACA ou auprès d'une travailleuse sociale pour pouvoir aider la personne qui présente ces difficultés. Alors, la prochaine question, les sessions Zoom semblent stresser mon fils. Est-ce que j'ai des suggestions pour baisser son anxiété? Je te parle comme enseignante qui a eu à faire des sessions Zoom avec des élèves qui étaient sur le spectre. Souvent, ça peut être très stressant d'être allumé. Alors, tout de suite, tu me vois. Souvent, lorsque je suis dans une situation Zoom, je ferme ma caméra parce que je deviens stressée parce que je vois beaucoup trop de visages en même temps. Et puis, habituellement, je suis capable de faire face à une personne et puis d'analyser comment pense la personne juste d'après son langage corporel. Mais lorsque je vois, par exemple, si j'ai une salle de classe puis j'ai 25 personnes devant moi, ça va devenir très intimidant pour moi de ne pas savoir, et de un, où regarder, et de deux, quoi penser, et de trois, à qui répondre. Alors, moi, ce que je recommandais à mes élèves qui sont ados, ou qui étaient même, j'en ai qui étaient à l'école primaire, c'est qu'on ferme notre caméra, et lorsqu'on adresse la parole ou ce qu'on doit répondre, on peut, pouf, juste mettre notre caméra, l'allumer, dire ce qu'on a à dire, puis ensuite disparaître. Alors, ça commence, ça se prend assez bien. Puis aussi, des sessions de pratique avec des plus petits groupes, plus intimes, peuvent aider, mais il faut faire attention parce que des fois, quand il n'y a pas assez de gens, ça devient aussi intimidant d'être un à un avec quelqu'un sur Zoom. Alors, c'est de regarder les besoins de la personne et puis de voir comment on peut les adapter. Mais je sais que fermer la caméra pour simplement être présent et écouter et répondre aux questions dans le chat a été très utile pour plusieurs de mes élèves. Ah, est-ce qu'une personne sur le spectre peut identifier et exprimer ses difficultés? Ben, tout dépend de la personne, hein, parce que si on connaît une personne autiste, on connaît 7 personnes autistes. Je sais que pour mes étudiants, au début de l'année scolaire, et je travaillais avec quelques élèves qui étaient sur le spectre de l'autisme, certains d'entre eux étaient capables de me dire comment ils se sentaient, mais d'autres n'étaient pas capables. Alors, c'est quelque chose que j'ai dû modeler. C'est des choses qu'on a dû travailler. Et puis, on va dire que je travaillais les émotions, comme aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui je suis fâchée, aujourd'hui je suis fatiguée. Je travaillais beaucoup avec les zones de régulation et puis c'est cet outil que j'envoyais aussi à la maison. Alors, à la maison, on utilisait quand même le même vocabulaire pour que l'élève ou l'enfant connaissent la terminologie utilisée à l'école et à la maison et on partage le même langage. Alors, ce n'est pas seulement aussi d'être capable de dire « je suis heureux », mais c'est aussi le mettre dans un contexte « je me sens heureux parce que ». Alors, des fois, les élèves peuvent me dire ou les personnes peuvent nous dire « oh, je me sens heureux », mais ils ont de la difficulté à me dire ou d'exprimer le pourquoi. Alors, c'est à ce moment-là que comme personne aidante ou comme enseignant ou comme parent ou comme adulte, on peut ajouter au dialogue et puis on peut pratiquer.
ceci dans des contextes assez réguliers. Alors, est-ce que toutes les personnes sont en mesure de le faire? Je vous dirais que non. Mais est-ce que la plupart des personnes peuvent apprendre comment le faire? Je vous dirais que oui. Pour certaines personnes, ça va être plus aisé. D'autres personnes, ça va être plus difficile, mais ça s'apprend. Mon fils a beaucoup de difficultés à dormir car il n'arrête pas. Il arrive de ne pas arrêter ou d'éteindre ses scénarios. As-tu des idées? Ben, c'est certain que j'ai des idées. Hein? Je suis Madame Scénario et mon fils est Monsieur Scénario. On se fait des scénarios à journée longue et quand on arrive le soir, hein, ça peut être difficile de fermer, on va dire, la boîte. Alors, il y a certaines personnes, moi, qui me recommandaient, ben, tu pourrais écouter de la musique, de une petite musique préférée, ou tu pourrais faire différentes choses. Je vais te dire ce qui a été problématique avec écouter de la musique, c'est que lorsque j'écoutais de la musique avec des mots ou avec des mélodies, ça devenait mon prochain loop et je ne pouvais pas dormir parce que j'écoutais cette mélodie et j'écoutais les paroles. Alors, si, pour arrêter le scénario, on va dire, d'une musique ou des choses que j'entends, ce qui fonctionne bien avec moi, c'est en anglais, c'est du white noise. Alors, c'est du bruit. Alors, le bruit d'un éventail ou le bruit de, je sais pas, quelque chose du statique qui va comme... Ça l'aide beaucoup, beaucoup pour éteindre les voix, pour éteindre les scénarios qui peuvent se produire. J'essaie de recommander aux gens, je le fais moi aussi, j'essaie de dire à mon fils, avant de dormir, pendant 1 heure, avant d'aller te coucher, pas de télévision, essaie de ne pas lire, surtout pas de jeux vidéo, des choses qui peuvent nous stimuler davantage, mais des activités un peu plus calmantes. Alors, c'est à ce moment-là que moi, je recommande d'aller prendre soit une douche ou de prendre un bain chaud. Les huiles essentielles aident beaucoup chez nous. Alors, on a des petites huiles... je vais vous montrer un peu, je m'étire. Alors, j'ai des petites huiles ici, juste des genres abeilles, hein, c'est un genre roll-on qui aide beaucoup. Hein? Alors, juste différentes odeurs des fois pour fermer le cerveau, pour fermer un genre de circuit qui est ouvert. Lorsque j'ai d'autres odeurs ou lorsque j'ai d'autres bruits qui se passent, ça peut fermer le scénario. Alors, ce sont des choses à essayer. Et puis... mais les grosses choses pour nous, ce que je remarque, c'est pas de télévision et surtout pas de lecture pour essayer d'éveiller d'autres scénarios avant d'aller se coucher. Alors, je vous rappelle que j'ai encore quelques minutes pour répondre à vos questions. Elles sont d'excellentes questions. J'en ai une autre qui est entrée tantôt et je vais vous la répondre. Alors, quelqu'un m'a posé la question, quel âge avais-tu, toi, Anne, lorsque tu as reçu ton diagnostic d'autisme? Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ben moi, j'avais 41 ans, mesdames et messieurs, lorsque j'ai reçu mon diagnostic. Et je me suis rendue voir Isabelle à Montréal. Et puis, ça a changé ma vie. Parce que finalement, j'ai appris à me comprendre, j'ai appris à voir. Toute ma vie, je m'étais posé la question, comment ça que les gens autour de moi sont si différents? Et j'essayais de voir comment ça que ça l'entrait pas dans ma boîte sociale, que j'entrais mal dans la leur. Quand en fait, c'est moi qui percevais la vie ou les choses de façon différente parce que mon cerveau n'était pas broché comme un cerveau neurotypique. Alors, oui, ça a changé plusieurs choses, ça a apporté beaucoup d'explications, pas des excuses, mais des explications au pourquoi j'agissais ou je comprenais de certaines façons. Est-ce que je regrette avoir attendu si tard dans ma vie? Je sais pas, je peux vraiment pas vous répondre, étant donné que j'ai reçu le diagnostic simplement à 41 ans. Alors, ça fait 10 ans que je suis officiellement sur le spectre de l'autisme, sachant maintenant que je l'avais été toute ma vie. Et puis, c'est ça. Alors, je regarde. Merci, j'ai des super beaux commentaires. J'attends encore quelques instants, voir si vous avez des questions.
une autre question qui m'était entrée tantôt et je vais peut-être vous la répondre, genre pour terminer. Alors, comme personne TSA, Anne, est-ce que tu as un conseil à nous faire, à nous donner, à nous les parents, les enseignants, aux personnes aidantes auprès d'une personne qui a un TSA? Alors, mon meilleur conseil, c'est d'apprendre à connaître cette personne et d'avoir une connexion avec elle, d'ouvrir une communication authentique. Si je peux vous laisser avec ceci, c'est qu'une personne qui a un TSA ressent très bien, mais si elle a de la difficulté à exprimer comment elle se ressent, elle est quand même capable, souvent, et très, très souvent, d'identifier quelles sont les personnes qui sont authentiques avec elle et celles qui ne le sont pas. Alors, si vous faites semblant d'aimer quelqu'un ou si vous faites semblant que vous êtes vraiment intéressé, les personnes TSA sont certainement et souvent capables de distinguer entre l'authenticité et la non-authenticité. Alors, dans vos interactions avec quelqu'un, avant d'essayer de développer n'importe quelle thérapie, avant de faire des devoirs, avant de faire n'importe quoi, développer avec cette personne une connexion authentique, une connexion vraie et une connexion qui a de la qualité. Prenez le temps, hein. Essayez de ne pas dire « Ah ben j'ai 5 minutes pour apprendre à connaître quelqu'un ». Parce que des fois, ça va prendre 5 semaines, 5 mois, 5 ans même. Hein? Alors, c'est le temps qu'on passe avec la personne qui va nous apporter la qualité de cette connexion pour ensuite pouvoir l'appuyer ou même juste devenir ami ou apprendre à connaître cette personne. Alors, c'était ma réponse à cette question. Je fais une dernière... je n'ai pas d'autres questions. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Si vous regardez ceci à d'autres moments et que vous avez des questions, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, soit envoyez-les à Autisme Ontario et je pourrai les répondre, ou vous pouvez même me les envoyer. J'ai une adresse courriel. Alors, c'est de Anne Gingras, tout un mot, à me.com. Alors, j'espère que la présentation vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose de nouveau. Et puis, ça a été un plaisir d'interagir avec vous autres. Alors, sur ce, à la prochaine. Restez à l'écoute. Certainement, à l'automne, il y aura d'autres présentations et d'autres webinaires dans notre futur. Alors, bonne fin de journée tout le monde.